Dans la sagesse du Tao, l'un des enseignements les plus profonds et subtils est celui de Wu Wei, l'action non agissante ou l'art de ne pas résister. Ce concept, souvent mal compris dans nos sociétés modernes, nous invite à une manière radicalement différente d'interagir avec le monde, avec les autres et avec nous-mêmes. Il n'est pas question ici de passivité ou de désengagement, mais d'une forme d'action qui s'accorde parfaitement au flux naturel des choses. Cette approche, bien que paradoxale, révèle une profondeur insoupçonnée qui peut transformer notre façon de vivre. L'eau, en tant que métaphore centrale de cette philosophie, illustre parfaitement ce principe. L'eau, bien que douce et fluide, possède une force immense. Elle peut éroder les montagnes les plus solides, traverser les obstacles les plus insurmontables, sans jamais se briser ni se déformer. Pourquoi ? Parce qu'elle ne résiste pas. Elle suit son propre chemin, se moule aux formes des rochers, des vallées et des rivières. Elle ne cherche pas à imposer sa volonté. Elle s'adapte simplement à ce qui est. De même, lorsque nous pratiquons l'art de ne pas résister, nous apprenons à nous adapter à la réalité telle qu'elle est, plutôt que de chercher à la forcer à correspondre à nos attentes. Nous cessons de lutter contre les événements, les circonstances ou les personnes. Et nous commençons à voir ces éléments comme des parties intégrantes du grand flux de la vie. Cela ne signifie pas que nous abandonnons toute action ou initiative. Cela signifie simplement que notre action devient plus fluide, plus harmonieuse, en accord avec le mouvement naturel des choses. La puissance de la souplesse est un autre aspect fondamental de cet enseignement. Le Tao Te Ching nous rappelle que ce qui est dur et rigide se brise facilement, tandis que ce qui est doux et flexible persiste. Cette vérité est particulièrement importante dans un monde où la rigidité, la résistance et la lutte sont souvent glorifiées. Nous sommes constamment encouragés à être forts, à résister, à ne jamais céder. Mais cette approche a ses limites. Tôt ou tard, quelque chose doit céder sous la pression de la résistance. Que ce soit notre corps, notre esprit ou nos relations, tout ce qui est trop rigide finit par se briser. En revanche, la souplesse et la flexibilité permettent de naviguer dans les défis de la vie avec grâce et efficacité. Plutôt que de chercher à contrôler chaque détail, nous apprenons à nous laisser guider par le courant. Plutôt que de vouloir tout maîtriser, nous acceptons l'impermanence et l'incertitude inhérentes à l'existence. Cette attitude de non-résistance ne nous rend pas faibles. Au contraire, elle nous rend plus résilients, car nous ne sommes plus prisonniers de nos propres attentes ou de nos peurs. Accepter ce qui est constitue le cœur même de cette pratique. Cela ne signifie pas que nous renonçons à changer ou à améliorer notre condition, mais que nous reconnaissons que tout changement authentique doit naître d'une acceptation sincère de la réalité présente. Tant que nous résistons à ce qui est, tant que nous nous battons contre les circonstances, nous restons piégés dans un état de tension et de conflit intérieur. Nous dépensons une énergie précieuse à essayer de contrôler ce qui est hors de notre contrôle, au lieu de canaliser cette énergie vers des actions constructives et alignées avec le Tao. Lorsque nous acceptons pleinement ce qui est, quelque chose de magique se produit. Nous commençons à voir les opportunités là où nous voyions auparavant des obstacles. Les situations qui semblaient impossibles à surmonter deviennent des occasions d'apprendre, de grandir et de nous transformer. En cessant de résister, nous libérons une énergie considérable qui peut alors être dirigée vers des objectifs plus élevés et plus harmonieux. Le pouvoir de l'intention claire joue également un rôle crucial dans cette démarche. Bien que l'art de ne pas résister implique une certaine forme de non-action ou d'action minimale,
cela ne signifie pas que nous renonçons à nos intentions ou à nos aspirations. Au contraire, il s'agit de clarifier nos intentions et de les aligner avec le Tao. Lorsque nos actions sont guidées par une intention pure, elles deviennent naturelles, fluides et efficaces. Nous n'avons plus besoin de forcer les choses, car notre intention attire à elle-même les conditions nécessaires pour se manifester. Cependant, cette intention doit être libre de toute attente. Si nous agissons avec l'espoir de résultats spécifiques, si nous nous attachons à des résultats particuliers, nous risquons de retomber dans la résistance. Car dès que nous nous accrochons à un résultat, nous créons une tension entre ce que nous voulons et ce qui est. Or, l'art de ne pas résister consiste précisément à dissoudre cette tension, à laisser aller nos attentes et à nous ouvrir à toutes les possibilités. Cette compréhension fondamentale de la non-résistance se manifeste dans tous les aspects de notre existence. Dans le domaine émotionnel, elle transforme radicalement notre rapport à nos états intérieurs. Au lieu de lutter contre nos émotions négatives, de tenter de les supprimer ou de les contrôler, nous apprenons à les accueillir comme des invités de passage. La colère, la tristesse, la peur, ces états que nous jugeons indésirables, sont invités à se manifester pleinement dans l'espace de notre conscience. Paradoxalement, c'est souvent dans cet accueil même que les émotions trouvent la liberté de se transformer. Comme des nuages dans le ciel, elles passent naturellement quand nous cessons de les retenir par notre résistance. Cette approche révèle une vérité profonde. Ce n'est pas l'émotion elle-même qui crée la souffrance, mais notre lutte contre elle. Dans nos relations avec les autres, la non-résistance se manifeste comme une forme supérieure d'intelligence relationnelle. Face au conflit, notre réflexe habituel est souvent de nous durcir, de nous défendre, d'opposer notre point de vue à celui de l'autre. La voie de la non-résistance propose une alternative. Rester souple, maintenir une ouverture même dans la confrontation. Comme l'eau qui contourne les obstacles, nous apprenons à danser avec les résistances de l'autre plutôt que de les affronter directement. Cette approche transforme profondément la dynamique des conflits. Au lieu d'alimenter l'opposition, elle crée un espace où une nouvelle compréhension peut émerger. Ce n'est pas une forme de faiblesse ou de compromis, mais une manière plus subtile et souvent plus efficace de naviguer les tensions relationnelles. Dans notre rapport au changement et aux transitions de vie, la non-résistance offre une sagesse particulièrement précieuse. Les périodes de transformation sont souvent marquées par une forte résistance intérieure. Nous nous accrochons à ce qui est familier. Résistons à l'inconnu qui se présente. La pratique de la non-résistance nous invite à une autre attitude, celle d'accompagner le mouvement naturel de la vie, de faire confiance au processus de transformation, même quand nous ne comprenons pas sa direction. Cette approche s'applique également à notre vie professionnelle et créative. Plutôt que de forcer les résultats ou de lutter contre les obstacles, nous apprenons à percevoir les courants naturels qui traversent chaque situation. C'est l'art de reconnaître le moment propice, de discerner quand agir et quand laisser faire, de trouver l'action juste qui émerge de la situation elle-même. La pratique de la non-résistance transforme aussi notre rapport au temps. Au lieu de résister au rythme naturel des choses, de tenter d'accélérer ce qui demande la lenteur ou de retenir ce qui demande à passer, nous apprenons à nous synchroniser avec le tempo inhérent à chaque situation. Cette harmonie temporelle nous libère de la tension constante entre ce qui est et ce que nous voudrions qu'il soit. Dans notre quête spirituelle même,
la non-résistance joue un rôle crucial. Paradoxalement, c'est souvent notre effort pour atteindre un état particulier qui crée la tension qui nous en éloigne. La sagesse taoïste nous invite à lâcher prise, même de notre désir de lâcher prise, à abandonner même notre recherche d'abandon. En fin de compte, l'art de ne pas résister est une invitation à la fluidité, à la souplesse et à la simplicité. Il nous enseigne que la véritable force ne réside pas dans la rigidité ou la résistance, mais dans notre capacité à nous mouvoir avec grâce et légèreté dans le flux de la vie. En pratiquant cet art, nous pouvons découvrir une forme de plénitude qui transcende toutes les distinctions, tous les conflits, toutes les limitations. Nous pouvons trouver la paix dans l'acceptation, la joie dans l'harmonie et la sagesse dans l'alignement avec le Tao. Alors, laissez-vous guider par cette sagesse ancienne. Abandonnez la résistance, ouvrez-vous au flux naturel des choses et découvrez la beauté et la puissance de l'action non agissante. Car en définitive, comme le dit si bien Lao Tzu, en pratiquant le non-agir, tout s'ordonne naturellement. La pratique de la non-résistance nous confronte également à nos peurs les plus profondes. Que se passera-t-il si je cesse de résister? Ne vais-je pas être submergé, écrasé, perdu? Ces craintes révèlent notre manque de confiance dans la sagesse inhérente à la vie elle-même. Comme l'eau qui trouve toujours son chemin, notre nature profonde sait où aller quand nous cessons de lui faire obstacle. Le détachement, tel que l'enseigne Lao Tzu, constitue avant tout une réponse à la souffrance humaine. Cette souffrance naît de notre tendance à nous identifier à ce qui, par nature, est impermanent. Nous nous accrochons désespérément à nos possessions, nos relations, nos idées, créant ainsi un édifice illusoire que nous prenons pour notre identité véritable. Le sage nous invite à observer comment cet attachement opère dans notre vie quotidienne. Nous accumulons des biens matériels, croyant qu'ils nous apporteront la sécurité. Nous nous agrippons à nos opinions, pensant qu'elles définissent qui nous sommes. Nous nous identifions à nos émotions, les confondant avec notre nature profonde. Or, cette identification est la source même de notre servitude. Le détachement apparaît alors non comme un renoncement austère, mais comme une compréhension libératrice. C'est la reconnaissance que notre nature véritable transcende tout ce à quoi nous nous attachons habituellement. Comme l'eau qui coule sans rien retenir, l'être détaché participe pleinement à la vie, tout en restant intérieurement libre. Le détachement, selon Lao Tzu, opère à travers une dialectique subtile entre l'être et l'avoir. Il ne s'agit pas de rejeter le monde, mais de transformer radicalement notre relation à lui. Cette transformation s'articule autour de 3 moments essentiels. Le premier moment est celui de la reconnaissance de nos attachements. Nous prenons conscience de la manière dont nous nous enchaînons nous-mêmes à travers nos désirs et nos peurs. Cette prise de conscience est déjà un début de libération. Le deuxième moment est celui du lâcher-prise actif. Ce n'est pas une passivité résignée, mais une action consciente de dessaisissement. Nous apprenons à tenir les choses légèrement, comme on tient un oiseau, assez fermement pour qu'il ne tombe pas, assez légèrement pour qu'il puisse s'envoler. Le troisième moment est celui de la liberté retrouvée. En nous détachant de ce qui n'est pas essentiel, nous découvrons notre nature véritable, qui est spacieuse comme le ciel, fluide comme l'eau, stable comme la montagne. Le détachement culmine dans un paradoxe fécond. C'est en renonçant à la possession que nous trouvons la véritable richesse.
Ce paradoxe se manifeste à plusieurs niveaux. Au niveau matériel, le détachement nous libère de l'esclavage de la possession. Nous découvrons que la vraie richesse ne réside pas dans ce que nous avons, mais dans notre capacité à apprécier ce qui est. Comme le dit Lao Tse, celui qui sait se contenter est toujours satisfait. Au niveau émotionnel, le détachement nous permet de vivre les expériences plus pleinement. N'étant plus identifiés à nos émotions, nous pouvons les vivre dans leur pureté, sans les alourdir de nos projections et de nos peurs. La joie devient plus légère, la tristesse plus transparente. Au niveau spirituel, le détachement révèle la nature illimitée de notre être véritable. En nous libérant de nos identifications limitatives, nous découvrons ce que Lao Tse appelle le Tao, la source inépuisable de toute existence. Cette plénitude paradoxale du détachement n'est pas une théorie abstraite, mais une expérience vivante. Elle se manifeste dans la simplicité naturelle de celui qui a compris qu'il n'a rien à prouver, rien à défendre, rien à obtenir. C'est l'état de celui qui, selon l'image de Lao Tse, agit sans agir, enseigne sans parler, laisse toute chose s'épanouir d'elle-même. Lao Tse nous invite à une révolution intérieure profonde. Il nous propose non pas un appauvrissement de l'existence, mais une manière plus sage et plus libre d'habiter le monde. Dans une époque marquée par la frénésie de l'accumulation et la tyrannie du désir, cet enseignement millénaire nous offre une voie vers une authenticité retrouvée et une paix durable. Le détachement se trouve une observation fondamentale sur la nature de la possession. Le désir de posséder naît d'un sentiment d'incomplétude, d'une croyance que l'acquisition de certains objets, statuts ou expériences comblera un vide intérieur. Mais cette promesse se révèle invariablement illusoire. La possession engendre un cycle paradoxal. Plus nous possédons, plus nous craignons la perte. L'accumulation, loin d'apaiser notre inquiétude existentielle, l'intensifie. Chaque nouvelle acquisition devient une source potentielle d'anxiété, nécessitant protection, maintenance et attention constante. Ainsi, l'homme riche devient-il le serviteur de sa richesse, le collectionneur l'esclave de sa collection. Le processus par lequel nos possessions se transforment en chaîne est subtil et progressif. Au début, l'objet désiré promet liberté et satisfaction. Une grande maison promet confort et statut. Une collection d'art promet raffinement et culture. Un titre prestigieux promet reconnaissance et pouvoir. Mais chacune de ces possessions exige de nous une forme de servitude. La maison demande entretien constant et ressources financières. La collection d'art requiert protection et conservation. Le titre impose des responsabilités et des attentes sociales. Ce qui devait nous libérer finit par nous contraindre. Ce qui devait nous élever finit par nous ancrer plus profondément dans la matérialité. La possession révèle ainsi sa double nature. Elle est à la fois avoir et être eu. Posséder quelque chose signifie entrer dans une relation de dépendance mutuelle où la distinction entre possédant et possédé s'estompe graduellement. L'homme d'affaires possède son entreprise, mais n'est-il pas également possédé par elle, son temps et son énergie vitale absorbés par ses exigences? Cette réalité s'étend au-delà du matériel. Nos idées, nos croyances, nos opinions peuvent également devenir des possessions qui nous possèdent. Un point de vue rigide devient une prison intellectuelle, une conviction inébranlable, une limitation à notre compréhension du monde. Le sage nous montre qu'il existe une autre façon d'être au monde, une façon qui ne passe pas par l'accumulation et la possession. Il nous invite à découvrir une richesse
qui ne peut être ni acquise ni perdue, car elle est inhérente à notre nature profonde. La vraie liberté, selon Lao Tse, réside dans notre capacité à utiliser les choses sans en être possédé. C'est l'art de vivre dans le monde sans que le monde ne nous possède. Cette liberté se manifeste dans une relation plus fluide et plus sage avec tout ce qui nous entoure. Au lieu de chercher la sécurité dans l'accumulation, nous la trouvons dans notre capacité d'adaptation. Au lieu de chercher la valeur dans la possession, nous la découvrons dans l'être. Au lieu de nous attacher aux choses, nous apprenons à apprécier leur présence transitoire dans notre vie. Le paradoxe fondamental du détachement, tel que l'enseigne Lao Tse, réside dans une vérité contre-intuitive. C'est en renonçant que nous recevons, en abandonnant que nous nous enrichissons. Cette apparente contradiction cache une sagesse profonde sur la nature de la richesse véritable. Dans notre conception habituelle, la richesse s'accumule par l'acquisition et la conservation. Nous amassons des biens, des connaissances, des expériences, pensant nous enrichir. Mais Lao Tse nous révèle une dynamique plus subtile. Plus nous nous accrochons, plus nous nous appauvrissons intérieurement. Notre avidité crée une tension constante qui nous empêche de goûter la plénitude déjà présente. Le détachement opère comme une alchimie intérieure. En transformant notre rapport à la possession, il transmute notre expérience de la vie elle-même. Comme l'eau qui prend la forme de son contenant tout en restant libre, l'être détaché participe pleinement à la vie sans être prisonnier de ses formes. L'abandon du contrôle compulsif révèle une dimension insoupçonnée de notre être. Tant que nous sommes dans la crispation du désir et de la peur, nous ne pouvons percevoir cette abondance naturelle qui est notre héritage véritable. C'est comme si nous serrions le poing sur quelques pièces de monnaie, ignorant que nous sommes assis sur une mine d'or. Cette abondance intérieure se manifeste de multiples façons. Dans le silence du détachement, nous découvrons une joie qui ne dépend d'aucune cause extérieure. Dans l'espace créé par l'abandon des certitudes, une sagesse naturelle peut émerger. Dans le relâchement de nos tensions, une énergie nouvelle devient disponible. La vraie richesse, nous dit Lao Tse, n'est pas quelque chose à acquérir, mais à découvrir. Elle est déjà là, comme le soleil derrière les nuages. Le détachement ne fait que dissiper les nuages de nos attachements pour révéler la lumière toujours présente de notre nature essentielle. L'image des mains ouvertes capture parfaitement la sagesse du détachement. Des mains crispées sur leur possession sont incapables de recevoir quoi que ce soit de nouveau. En revanche, des mains ouvertes manifestent une double capacité, celle de laisser partir et celle d'accueillir. Cette ouverture transforme radicalement notre rapport à la vie. Au lieu de chercher à saisir et retenir, nous apprenons à accueillir et apprécier. Les expériences peuvent alors se succéder naturellement, comme les perles d'un collier, chacune appréciée pour ce qu'elle est, sans attachement ni rejet. Les trésors plus précieux dont parle Lao Tse ne sont pas de l'ordre de l'avoir, mais de l'être. Ce sont la paix intérieure que rien ne peut perturber, la clarté qui voit au-delà des apparences, la liberté qui demeure inaltérée au milieu des changements. Ces qualités émergent naturellement lorsque nous cessons de nous cramponner à nos possessions illusoires. Ce paradoxe du détachement constitue peut-être la clé de la sagesse taoïste. C'est en renonçant à notre quête compulsive de complétude que nous découvrons que nous sommes déjà complets. C'est en abandonnant nos stratégies d'acquisition que nous accédons à une richesse qui transcende
toute possession. Comme le dit Lao Tse, celui qui a compris cela a trouvé le secret de la vie authentique. Chuang Tse nous conte l'histoire du boucher Ding qui découpe un bœuf avec une telle maîtrise que son couteau ne s'émousse jamais. Il ne voit plus le bœuf, mais suit naturellement les espaces entre les articulations, illustrant ainsi la quintessence du Wu Wei. Cette histoire millénaire nous révèle que la plus haute forme d'action naît paradoxalement de l'absence d'efforts conscients. La parabole du boucher Ding représente l'incarnation parfaite du Wu Wei dans sa forme la plus pure. Dans cette histoire, le couteau devient une extension naturelle du boucher, transcendant la simple technique pour atteindre un état de communion parfaite avec l'action. Cette union entre l'artisan et son art illustre comment le Wu Wei nous invite à dépasser la dualité entre l'acteur et l'action, entre le sujet et l'objet. Le boucher Ding ne fait plus rien. L'action émerge spontanément de sa compréhension profonde de la nature intrinsèque de sa tâche. Cette histoire nous révèle également que le Wu Wei n'est pas une technique à maîtriser, mais un état à incarner. Il ne s'agit pas d'apprendre à ne pas faire, mais de désapprendre nos habitudes d'action forcée pour retrouver notre spontanéité naturelle. Le paradoxe central du Wu Wei réside dans cette vérité. Plus nous essayons consciemment de l'atteindre, plus il nous échappe. Le paradoxe du Wu Wei réside dans son apparente simplicité qui cache une profonde complexité. Comment agir sans agir? Comment être efficace sans forcer? La réponse se trouve dans la cultivation de la conscience et de la présence. Il s'agit d'apprendre à reconnaître les moments propices à l'action et ceux qui appellent à la retenue. La notion de ziran, ou spontanéité naturelle que nous observons dans le poisson qui nage ou l'oiseau qui vole, révèle une dimension fondamentale du Wu Wei. Ces êtres n'ont pas besoin d'apprendre à être ce qu'ils sont. Leur nature s'exprime spontanément dans chacune de leurs actions. Cette spontanéité naturelle n'est pas le fruit d'un apprentissage ou d'un effort, mais l'expression directe de leur nature profonde. Cette observation nous ramène à notre propre conditionnement. Dans notre quête de maîtrise et de contrôle, nous avons souvent perdu contact avec notre propre spontanéité naturelle. Le poisson ne se demande pas comment nager, il nage. L'oiseau ne théorise pas sur le vol, il vole. Cette simplicité directe nous rappelle que la vraie maîtrise n'est pas dans l'accumulation de connaissances, mais dans le retour à notre nature essentielle. Dans notre vie quotidienne, cette pratique prend forme à travers l'art subtil de l'observation patiente. Plutôt que de réagir impulsivement aux situations qui se présentent, nous apprenons à les accueillir avec sérénité, laissant les solutions émerger naturellement de notre compréhension profonde des circonstances. C'est dans cet espace de conscience élargie que nous découvrons la possibilité d'agir en parfait accord avec notre nature profonde. La déclaration de Lao Tse, « Sans sortir de ma maison, je connais l'univers », nous invite à une profonde réflexion sur la nature de la connaissance véritable. Cette sagesse suggère que la compréhension authentique ne vient pas de l'accumulation d'expériences extérieures, mais de notre capacité à percevoir la nature essentielle des choses à travers la contemplation intérieure. Le jardin de Chuang Tse, où règne une harmonie naturelle, devient une métaphore vivante de ce que peut être notre vie lorsque nous cessons d'interférer avec le cours naturel des choses. Les plantes qui poussent sans être forcées et les oiseaux qui chantent sans être dirigés nous montrent que la plus grande beauté émerge spontanément lorsque nous laissons chaque chose manifester sa nature propre.
Dans son interprétation lumineuse du Wu Wei, Alan Watts nous offre une perspective unique qui transcende la simple traduction littérale de non-action. Pour lui, le Wu Wei représente l'art suprême de s'accorder avec le flux naturel de la vie, une danse cosmique où l'individu et l'univers se fondent dans un mouvement harmonieux. Watts nous invite à considérer le Wu Wei non pas comme une forme de passivité, mais comme une intelligence spontanée qui précède la pensée calculatrice. Il compare souvent cette approche à la manière dont nous respirons ou maintenons notre équilibre en marchant, des actions parfaitement coordonnées qui se produisent sans effort conscient. Pour lui, le problème fondamental de l'homme moderne réside dans sa tendance à surpenser, à vouloir contrôler chaque aspect de son existence à travers le prisme de la pensée rationnelle. Cette intelligence naturelle, selon Watts, est semblable à celle du corps qui sait parfaitement comment faire battre le cœur ou digérer la nourriture sans intervention consciente. Le Wu Wei devient ainsi une invitation à faire confiance à cette sagesse organique qui nous habite, une sagesse qui opère bien au-delà des limites de notre pensée consciente. Un des apports majeurs de Watts dans la compréhension du Wu Wei est son analyse du double lien dans lequel nous nous enfermons souvent. Il observe comment nous créons un paradoxe impossible en essayant consciemment d'être spontanés, en tentant de forcer le naturel. C'est comme essayer de se détendre par un effort de volonté. Plus on essaye, plus on crée de tension. Pour Watts, le Wu Wei offre une sortie à ce dilemme en nous invitant à reconnaître que nous sommes déjà ce que nous cherchons à devenir. La spontanéité n'est pas un état à atteindre, mais notre nature fondamentale lorsque nous cessons d'interférer avec elle. Il compare souvent cela à l'acte de s'endormir. Plus on essaie activement de s'endormir, plus le sommeil nous échappe. À l'image de l'eau qui s'écoule naturellement, contournant les obstacles sans résistance, le Wu Wei nous enseigne l'art de l'action spontanée et harmonieuse. Ce n'est pas l'absence d'action, mais plutôt l'action qui s'accorde parfaitement avec la nature des choses. Comme le bambou qui plie sous le vent mais ne rompt point, le pratiquant du Wu Wei cultive la souplesse plutôt que la rigidité. Dans sa lecture du Wu Wei, Watts met en lumière ce qu'il considère comme l'illusion fondamentale de la culture occidentale, l'idée que nous pouvons et devons contrôler la vie. Il montre comment cette quête de contrôle crée précisément les problèmes qu'elle cherche à résoudre. C'est comme tenter d'aplatir les vagues sur l'océan. Chaque tentative de supprimer une ondulation en crée de nouvelles. Pour Watts, le Wu Wei représente une alternative radicale à cette approche. Au lieu d'essayer de contrôler la vie, nous sommes invités à danser avec elle, à reconnaître que nous ne sommes pas séparés du flux des événements, mais en sommes une partie intégrante. Cette compréhension transforme notre relation à l'existence. D'une lutte constante, elle devient harmonie. Dans notre quête effrénée de contrôle et de maîtrise, nous oublions souvent que la nature elle-même ne force rien. Les fleurs s'épanouissent sans hâte, les rivières suivent leur cours sans précipitation. Les saisons se succèdent dans une danse parfaitement orchestrée. Cette sagesse naturelle nous rappelle que la véritable efficacité réside non pas dans la force, mais dans l'alignement avec le Tao, le flux naturel de l'existence. La paix véritable ne peut être conquise par la force ou imposée par la volonté. Elle émerge naturellement lorsque nous cessons de résister à ce qui est. Le Wu Wei nous enseigne que la paix n'est pas un objectif à atteindre, mais un état naturel qui se révèle lorsque nous abandonnons notre besoin constant de contrôle. Cette sagesse se manifeste dans l'acceptation profonde des cycles naturels de la vie, dans la reconnaissance humble de nos limites et de notre place dans l'ordre des choses.
Elle s'épanouit dans la confiance que nous accordons à la sagesse inhérente à chaque situation et dans notre capacité à lâcher prise face aux résultats de nos actions. C'est dans cette acceptation que réside le secret de la véritable sérénité.